Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de À Point, régulièrement le jeudi à 18h. Je dis régulièrement parce que c'est pas tous les jeudis, mais on essaye d'être au maximum de la régularité. Je suis avec mon ami Arnaud. Salut Arnaud, comment vas-tu? Salut à tous, salut Jérémy, salut Alice. Ça va bien, merci beaucoup. Et nous sommes avec Alice. Alice, comment vas-tu? Alice Maudret, ravi de t'avoir dans l'émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Mais écoute, je vais bien, j'ai ma petite tisane, je suis prête. On a essayé de faire une connexion à mes réseaux sociaux au dernier moment. Non, désolé, ça n'a pas fonctionné. Mais je suis là et je suis contente d'être avec C'est vous. le plus important. Je rappelle pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez retrouver le live stream sur Twitter, vous pouvez le retrouver sur YouTube également et sur LinkedIn, mais vous pouvez également le retrouver en replay si vous l'avez manqué sur l'ensemble des plateformes de podcast audio, mais aussi en replay sur YouTube très facilement. Je crois qu'il est aussi disponible sur LinkedIn en YouTube, mais l'outil de recherche est pas génial. Donc voilà, préférez plutôt les canaux plus conventionnels pour écouter des replays de podcasts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne que vous utilisez pour nous regarder. N'hésitez pas également à interagir dans les commentaires si vous avez des questions pour Alice. On les posera en direct à la fin de l'émission. Et puis, si vous avez également des idées d'invités à nous suggérer, moi, j'ai mes copains qui m'envoient des messages tout le temps en disant oh, tu devrais inviter lui. Voilà, donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est toujours une bonne occasion de rencontrer une personne et de savoir un petit peu qui elle est, ce qu'elle a fait, ce qu'elle pense. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui pendant un peu plus d'une heure avec toi, Alice. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation. Mais merci à vous, c'est un honneur. Vraiment, ça me fait très plaisir. Très plaisir d'être là. Alors, si tu veux bien, on va commencer d'abord par une présentation. Et ici, on fait quelque chose d'un peu différent. Nous, on ne va pas te présenter. Et toi, tu ne vas pas te présenter. On va faire ce qu'on appelle une anti-présentation. Le concept est assez simple. Si tu devais demain mourir, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, qu'on retienne de ce que tu as fait, de ce que tu es, jusqu'à maintenant, voilà, là, à la minute, parce que j'ose espérer évidemment que tu vas faire encore des milliers de choses dans le futur. Waouh, quelle entrée en matière, quelle opportunité d'expression de dingue et de réflexion aussi. Je vais essayer de canaliser ça, de pas trop le penser. Moi, d'abord, j'aimerais qu'on dise que j'ai fait rire, que j'ai été drôle, que j'ai apporté de la joie, que j'ai réchauffé les cœurs, que j'ai guidé, que j'ai éclairé certaines personnes, parce que je fais un travail pour ça, quand même, moi personnellement, donc autant que ça serve au plus grand nombre, que j'ai inspiré et que j'ai aimé. Voilà, je pense que c'est plus des accomplissements, on va dire, sentimentaux, émotionnels que des accomplissements matériels que j'ai envie dont on se souvienne, ouais. Ok, très cool, très cool. On reviendra un petit peu tout à l'heure, notamment sur tes études d'art dramatique. Peut-être un rêve d'être actrice que tu as transformé différemment. On y reviendra. En plus, ça me parle, pour ne rien te cacher. Mais d'abord, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Et d'abord, moi, je te dis la vérité, je ne te connaissais pas au départ. Et quand je me suis un petit peu intéressé à toi, j'ai vu psychologue clinique. Donc déjà, le terme m'était pas tout à fait voilà, habituel. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Donc tu vas, s'il te plaît, nous expliquer. Et quand on voit ce que tu es devenu aujourd'hui, on a le sentiment intuitivement que ça n'a rien à voir. En vrai, je crois que ça a à voir, mais on va en discuter pendant toute l'interview. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire psychologue clinique? Voilà, en quelques mots pour tout. Psychologue clinicienne, ouais. Clinicienne, ok. Quand tu es diplômé en psychologie, il y a plusieurs champs. Tu as le champ de l'éducation, tu as le champ de la justice, tu as le champ du travail et tu as le champ de la clinique. On va dire que c'est un peu ce qu'on attend classiquement d'un psychologue. Tu vois, l'évaluation de l'état psychique de la personne et l'accompagnement en psychothérapie, le psychologue qui se trouve dans un staff en institution, en hôpital, c'est le psychologue clinique. Le psychologue qui travaille dans une prison, il a plutôt pris la branche juridique. Ok, d'accord.
Donc, c'est, on va dire, ce que la plupart des gens Le psy, quoi. comme étant une psy, Ok. c'est une psychologue clinicienne. Et Voilà. donc 12 ans, je crois, un petit peu moins, on voit sur ta bio, un tout petit peu moins de 12 ans. Combien 12 de... ans, non. Non, Non. pas 12 ans. J'ai été diplômée en 2016. Donc, Alors j'ai mal compté. ouais. Oui, probable. Ça fait combien de temps à peu près de psychologie? Une dizaine d'années, en fait, parce que si tu Ok. veux, dès le master, on commence déjà à travailler. Donc, on était déjà sur le terrain en train de devenir des baby psychologues. Donc, une Ouais, dizaine d'années, ouais. Voilà. ok. Combien de clients, combien de consultations, tu sais à peu près ça représente? C'est quoi? C'est combien par jour un peu? C'est quoi le rythme d'un psy C'est complètement tributaire de son activité, de ce qu'il fait. Beaucoup de psys vont en institution une fois qu'ils sont diplômés. Donc, ils vont dans un hôpital psychiatrique ou un hôpital, dans un service en particulier où ils sont attendus pour voilà, accompagner les patients, par exemple en cancéro, etc. Donc là, ça peut être énormément de volume parce que tu te retrouves dans un service. Voilà. Après, tu as des gens qui s'installent en libéral et ça dépend, comme tout le monde, de l'affluence, surtout de leur capacité aussi à accueillir des patients. Donc, il n'y a pas de chiffre absolu. Mais moi, en tout cas, je m'étais amusée à compter le nombre de consultations que j'avais fait. Ok. On était arrivé à 10 000, tu vois. Donc, c'est beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. c'est énorme. Et alors, du coup, juste Alice, moi j'ai regardé un peu ce que tu as fait, effectivement, ça m'a intéressé. Puis en plus, on s'est parlé il y a quelques mois déjà, donc j'avais même regardé avant, au moment où on s'était parlé. Et en fait, j'ai vu que tu avais travaillé notamment avec des adolescents, avec des enfants, Ouais. et que tu insistais pas mal sur des notions, un peu tout ce qui était inné, acquis, des questions qu'on se pose même dans l'entrepreneuriat, en fait. Et on Ouais. voit après le mouvement que tu as fait. Qu'est-ce que tu as retiré de travail que tu as été amené à faire justement avec des jeunes enfants, avec des ados, sur ce qui est inné, ce qui est acquis, comment on joue sur les deux, comment on optimise sa valeur ajoutée, qu'est-ce que tu as retiré de tout ça en fait dans ton J'adore parce que expérience? vous me posez des questions énormes. Vous me posez genre, Alice, 50 psycho, s'il te plaît. Tu peux m'en dire quelque chose? En gros, mais non, en gros. Non, mais moi d'abord, il faut savoir que la clinique de l'enfant et de l'ado ne sont pas c'est pas ce que je préfère. Donc j'ai fait parce que tout psy en formation fait un peu de clinique d'enfant, un peu de clinique d'ado, mais ça n'a jamais été mon truc. Et d'ailleurs, quand j'ai ouvert mon cabinet, je recevais des adultes exclusivement. Donc voilà. Après, j'ai quand même été accompagnée par Caroline Goldman, qui est docteur en psychologie clinique, qui a écrit plein de choses, qui a un podcast, etc. C'est elle qui m'a aidée qui m'a supervisée pour mon mémoire de fin d'études. Et Caroline Goldman avait une approche, je trouvais, fabuleuse de la guidance parentale de l'enfant, etc. Donc j'ai quand même beaucoup appris à son côté avec elle, même si c'était pas du tout le thème de mon mémoire. Et si tu veux te dire l'inné et l'acquis, je trouve que c'est un très grand sujet, quoi. Moi-même, je suis intimidée par la question. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça, si ce n'est que plusieurs champs de la psychologie ont défini des stades de croissance avec différents impacts et différentes fixations possibles à certains endroits qui auraient ensuite effectivement des répercussions sur notre vie. Mais là, j'ai envie de te dire, on part sur Mais si on revient sur l'entrepreneuriat, par exemple, puisque ça va être la transition que tu vas prendre, en tout cas dans cette nouvelle aventure, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on a en soi, ou est-ce que on est déterminé pour ça, ou est-ce qu'au contraire c'est les rencontres, le milieu social et tout ça qui va faire qu'on va avoir cette fibre, par exemple? Moi, je crois que c'est la dalle. Et en fait, la dalle, elle peut venir de plein de sources. Parce que tu peux avoir un daron qui est pété de thunes et puis tu as la dalle tu vois, de le dépasser. Tu peux venir d'en bas, comme ils disent, et puis ça te donne la dalle. Voilà. Tu peux, comme moi, avoir une espèce de colère, de revanche à prendre, de place à prendre. Et c'est ça qui fait que j'entreprends, parce que je veux que ma puissance, elle se voit, elle se sente. Et en fait, pour moi, ce serait vraiment réducteur de vouloir définir la source de ce qui fait qu'une personne devient entrepreneur. Ouais. Que je sois psychologue ou quoi que ce soit d'autre, je trouve que c'est pas juste. Je pense que la dalle, c'est vraiment c'est vraiment le trait commun, tu vois. Et cette faim, ce désir, ce truc qui brûle, pour moi, il peut venir de plein d'endroits différents. Tu parles de revanche, de place à prendre. Ça vient d'où? Chez moi, Ouais. moi, je pense que ouais, je viens d'un milieu plutôt bourgeois où
D'abord, il n'y avait pas forcément de discussion entrepreneuriale, enfin, c'était pas forcément l'ambition générale, mais surtout, c'était vraiment réservé aux hommes. L'argent, Tu es né en quelle année pour qu'on ait un contexte? 91, je vais avoir 34 ans là. Ouais, donc t'es OK. Et à l'époque, donc dans ton milieu à toi, c'est quoi? Tes parents faisaient quoi dans la vie pour qu'on. Alors, ma mère était avocate, donc il y a quand même un lien par rapport à ça. Et mon père, il enchaînait différents petits boulots, un peu d'IMO, avec des parents qui ont plutôt du fric, donc voilà quoi, ça fumait des joints. Il a mis du temps, mon père, à se trouver et à se canaliser. Donc ma mère était avocate, mon père se cherchait, et ma mère ensuite est devenue employée de banque, juriste de banque chez Natixis Banque Populaire. Mais donc avec une maman plutôt CSP+, avocat dans la banque, etc. Malgré tout, la place de la femme et de l'entrepreneuriat, c'était pas un sujet, c'était relégué aux hommes. Ah ben si, parce que alors moi j'ai quand même été éduquée par une maman qui revendique l'importance de l'indépendance et de toutes ces choses-là. Mais sur un plan environnemental et communautaire, j'ai envie de dire, ça restait quand même, ouais, en tout cas de mon point de vue et de ma perception, un truc d'homme, Ok. l'entrepreneuriat. Parce Non, que mais ma c'est mère, intéressant parce que. ma mère n'est pas entrepreneur. Enfin, tu vois, c'est pas une entrepreneur. Mon père non plus. Et c'est vrai que le business, par exemple, de mes grands-parents, du côté de mon père, avaient un business de sap, de schmat, comme on dit chez nous, bref. Et c'était le business de mon grand-père, mais en vrai, c'était ma grand-mère qui tenait la baraque. Donc, Ouais. tu vois, c'était toujours qui a le statut, finalement, de l'entrepreneur, et ce qui ne reflète pas forcément le fait que les femmes ne le font pas, tu vois. Ouais. Non, mais c'est bien. Ok, d'accord. Ok. J'aimerais qu'on parle un peu santé mentale. Ouais. Là aussi parce que, bah, c'est complètement d'actualité. Je voyais, tout à l'heure, donc hier, le gouvernement est tombé et lors du discours du Premier ministre, il annonçait un petit peu, bah, ce pourquoi il fallait pas voter justement cette motion de censure, et j'entends santé mentale où a priori, ce nouveau gouvernement, dans ce nouveau budget, avait décidé de faire de ce sujet, une priorité. Bon, au-delà du discours politique, voire, politicien, toi, tu penses qu'on en est où aujourd'hui, au sujet de la santé mentale, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes? Et as-tu, alors vraiment pour le coup, question très ouverte, des comparaisons avec d'autres pays peut-être européens ou pas du tout, ou peut-être, voilà, Le premier pays qui me vient, c'est les Nordiques, là. ok, ouais, Avec vraiment une vraie scandinave, réflexion autour du boulot, de comment c'est organisé, les horaires, même l'école des gamins. Enfin, il y a vraiment une vraie réflexion de fond dans ces pays-là, j'ai l'impression. Nous, c'est quand même, il y a un sacré awakening, je trouve. un réveil? Ouais, Ouais. un gros réveil. Oui, j'utilise beaucoup d'anglicisme. Non, t'inquiète. Et je le vois parce que je suis beaucoup intervenue en entreprise. Il y a une réceptivité, il y a une recherche des entreprises d'ouvrir ça, et en même temps, et je te parle des entreprises, mais on peut le trouver aussi sur les institutions médicales, juridiques, etc., etc. Il y a en même temps une immense résistance à ce que ça vient demander en termes de responsabilité et d'éthique et d'alignement, d'avoir en fait pas simplement un discours et de vaines actions pour la santé mentale, tu vois, mais de mettre en place des choses qui favorisent vraiment ça. Et on est sur un changement de paradigme, en fait. Mmh. Je pense que je parle beaucoup de la transformation de l'avocature, mais je pense qu'on est sur une transformation des systèmes en général, avec des vraies réflexions de fond. Et la santé mentale fait partie des piliers sur lesquels cette transformation, elle s'active. Donc c'est en cours, voilà, c'est en cours. Moi, je pense que ces Nordiques, là, ils ont vraiment beaucoup d'avance. Après, ils m'ont l'air d'être bien, hein, tu vois. Ils ont pas forcément, on n'a pas le même, on n'est pas câblés pareil, tu vois. Donc, ils avaient peut-être les billes pour devenir ces gens-là parfaits qu'ils sont. Mais nous, Ouais. c'est plus Mais chaotique. typiquement, moi, je me rappelle du Covid. En fait, on entendait déjà les notions de dépression, d'isolement, etc. Enfin, c'est pas d'hier. Et c'est vrai que moi, avec le Attends, Covid, c'est Orange, hein, c'est les suicides d'Orange. C'est pas du tout dire enfin, c'est bien avant le Covid, cet alors éveil.
Alors justement, donc effectivement, c'est pas d'hier, loin de là, mais c'est vrai qu'au moment du Covid, avec notamment les confinements, etc., moi j'ai vu autour de moi des personnes qui n'étaient pas forcément sujets à ces problématiques et qui soit ont vu les choses s'aggraver, soit les choses naître justement du fait de cet enfermement, de cette perte de sens, etc. Est-ce que tu disais qu'il y avait un réveil est-ce qu'il a justement 2, 3, 4 ans avec, vous savez, des séances de psy qui sont désormais remboursées pour certaines, voilà, aujourd'hui c'est possible alors qu'avant pas du tout, etc. Ça date de ça ou est-ce que tu penses quand même que ce dont tu parles d'Orange qui a peut-être 10 ou 15 ans, je crois, ou c'est plus antérieur? Moi j'ai vu un cliff là-dessus, mais je peux peut-être me tromper. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec ton Cliff. Je pense qu'on avait les petits signes précurseurs qui arrivaient de ce changement j'ai envie de dire, planétaire, collectif, de tout. Et je pense que le Covid, c'est venu, tu vois, c'est bah, on casse tout là, ça y est, c'est destruction absolue, télétravail, prise de conscience, les gens qui arrivaient à quelque part vivre en réprimant leur dépression latente ou leurs émotions refoulées, paf, ça sort, on peut plus le... Tu sais, on s'est pris dans la gueule la vérité, Ouais. tous. Moi, Ça a j'ai mis été ça a été un catalyseur en fait Ça a été un de cataclysme, l'existant. un cataclysme. Véritablement, c'est venu shaker de fondations profondes. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, hein, on est juste en train de s'adapter à l'ampleur de ce qu'on s'est pris à ce moment-là, mais j'ai envie de dire au niveau individuel, d'abord, et ensuite collectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord sur le cliff du Covid. Après, je pense que voilà, le Covid, il se préparait tranquillement. Et donc, on avait nos premiers cas, je ne sais plus quand c'était Orange, c'était en 2000, Ouais. je sais pas c'était quand. Ouais, c'est ça, c'est dans ces eaux-là. Mais alors, du coup, Alice, pour rebondir un peu sur ce que vous dites tous les deux, est-ce que le Covid, ça a été un cataclysme, c'est-à-dire quelque chose qui a vraiment été une onde de choc puissante, ou est-ce qu'en réalité, c'était un révélateur de quelque chose qui existait de manière latente depuis très longtemps, et c'est à ce Révélateur à 100%. moment-là que, ouais, voilà. Mais si tu veux, c'est le gros coup qui révèle. Tu vois, le coup n'est pas responsable, mais le coup révèle. Donc, Ouais, c'est c'est ça. Non, mais c'est pour ça que je oui, parlais de catalyseur et on fait l'analogie avec, par exemple, la situation financière, en fait. Les crises financières sont que le catalyseur de problèmes qui sont sous-jacents et qui demandent finalement. On parle de la cocotte minute ou la marmite, tu sais, qui finit par exploser. Donc, ouais. Et exactement. alors, du coup, Alice, là, on parle beaucoup de psy, Ouais. de là d'où tu viens, d'une certaine manière. Sauf que entre là d'où tu viens et là où tu es maintenant, c'est-à-dire plutôt entrepreneuse, on va dire ça comme ça, comment se move? Alors, tu vas nous dire, je pense, oui, mais être psy, quand on est libéral, c'est aussi être un entrepreneur. Probablement, ça va être une partie de ta réponse, mais voilà, ouais, exactement. C'est ce que je pense aussi. Donne-moi J'ai des deux gens autour de mesures. moi qui font ça. Je pense que c'est pas vraiment l'entrepreneur au sens de Non. archétype de l'entrepreneur. M'asseoir Comment dans ma t'as chaise et avoir des prises de rendez-vous Doctolib et ouvrir ma porte, c'est pas entreprendre. Clairement pas. Voilà. Voilà, d'une certaine manière, je suis d'accord avec toi. Et donc, comment t'as fait ce switch en fait? Qu'est-ce qui t'a décidé à arrêter ton activité de psy et à te consacrer à une activité d'entrepreneur, même si vraisemblablement, je pense que tu nous expliqueras que ton passé te Ouais. sert évidemment énormément dans ton activité actuelle, mais qu'est-ce qui t'a décidé à passer le cap? Ouais, moi je vois un peu notre chemin, tu sais, comme si on amoncelle, et puis ça s'ouvre de plus en plus. En fait, à un moment donné, littéralement, hein, mon cabinet était trop petit pour moi. Voilà, c'était juste trop petit. Tu sais, tu peux pas agrandir ton corps, mais tu peux agrandir quelque chose. Et je le sentais monter. Et je pense que le Covid a vachement fait bouger des structures en moi parce que bah, j'étais obligée d'être en téléconsultation. Donc déjà, tu as une prise de recul par rapport au cabinet. Tu t'aperçois qu'en fait, le travail il fonctionne aussi au téléphone ou en visio, que ça marche même tout aussi bien, voire parfois même mieux. Donc, tu te prends cette fonte de la croyance, de l'importance du cabinet, du lieu, du cadre, etc. Là, je ne vais pas rentrer dans les enjeux psychanalytiques dans lesquels j'ai construit mon activité, mais c'est quelque chose d'assez religieux quand même. Donc c'était un grand coup là-dedans pour nous tous. Et ensuite, voilà, il y avait cette recherche avec le théâtre. J'avais travaillé dans une boîte où je faisais du recrutement, donc j'avais quand même eu une dimension un peu consulting, etc., qui s'était mis en place. Je coachais des dirigeants d'établissements de santé et tout. Et en fait, ça a fait... Il y a trop de choses en moi. C'est trop restreint
pour que je puisse me cantonner à ça. Donc, j'ai continué en téléconsultation, en fait. Enfin, ça s'est fait, je te passe les détails, mais j'ai continué en téléconsultation, j'ai progressivement fermé mon cabinet, j'ai gardé les patients qui étaient en travail avec moi parce que j'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux et puis que j'avais pas envie de m'en débarrasser. Et j'ai commencé à construire mon projet entrepreneurial avec ma bite et mon couteau. Et il y a eu un élément déclencheur où c'est vraiment ce dont tu parles, une accumulation? Est-ce que tu as été accompagné au début? Est-ce que tu en as parlé tout de suite autour de toi ou est-ce que tu l'as fait un peu de ton côté? Enfin, c'est quoi le process vraiment individuel sans rentrer, comme tu le disais, dans les détails jour par jour, tu vois? Non, Mais non, bien sûr. parce que la transition, j'imagine qu'il y a plein de professions libérales. Non, mieux, je reformule. Il y a plein de personnes qui étaient salariées qui se deviennent profession libérale. Par exemple, on voit, il y a eu le souffle des tu sais, ces professions libérales, on pourrait dire de santé, de sophrologie, etc. Ouais, Tu sais, ouais, ouais. plein de gens qui, à un moment donné, en ont eu marre d'être Oui. salariés, se sont dit, voilà, j'ai envie de me lancer, je regarde ce qui marche bien. Alors, je parle de la sophrologie parce que c'est typiquement le truc qui a finalement eu un revers, c'est-à-dire qu'il y en a eu trop à un moment. Mais Ouais. qu'est-ce qui se passe dans le cas où, justement, on fait une transition professionnelle, une reconversion plutôt, je crois que c'est le meilleur terme. Voilà, comment ça se passe au niveau de l'entourage, etc. Un cauchemar. On n'est pas beaucoup de psy à avoir osé faire ça. On n'est vraiment pas beaucoup. Parce que on est un peu comme l'avocat, hein, on est dans un carcan de règles et tu vois. Et puis on est conditionné à penser que c'est ce qu'on a appris à faire, donc c'est ce qu'on va faire, et puis c'est tout, puis on va fermer notre gueule, et puis c'est déjà super, et puis attends, ça a vachement de sens ton métier, mais enfin, mais pourquoi tu veux plus, tu vois. Donc en fait, c'est un cauchemar dans le sens où déjà la première voie que tu dois contrer, c'est la tienne. Pour moi, les autres ne sont que des miroirs de nos croyances à nous et de ce qu'on porte nous. Donc en fait, les autres sont juste venus me refléter toutes mes insécurités, tous mes doutes et toutes mes limites. Donc c'était pas super agréable. C'était même carrément pas très agréable. Et donc, tu sais, il y a un truc qui s'appelle The Hero Journey. C'est l'histoire du mec qui se trouve lui-même et qui passe les montagnes. Et donc, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que l'élément déclencheur, ça a été vraiment un coup de putain, mais je peux faire tellement plus. Je l'ai eu, tu vois, c'est arrivé. C'est arrivé, j'ai eu une rupture, je devais me marier, je me suis pas mariée, j'ai rompu. Je pense que ça a ouvert plein de trucs. Et une fois que j'avais ça, que j'avais cette conscience que je pouvais faire beaucoup plus, il s'agissait juste de ne plus jamais la lâcher. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la réaction de... Je me souviens, une fois, j'étais voir ma mère, je dis « Maman, très bientôt, je vais faire 40 000 par mois. » Elle a explosé de rire. Et c'était que ça. C'était moi, je jouais en fait à affirmer mon truc, et j'étais bien évidemment pas du tout là. Et je me prenais les scuds des uns et des autres, et je devais travailler avec ça. Et je me suis construite dans l'altérité. D'ailleurs, mon poste d'aujourd'hui dit les diamants sont construits sous pression. Donc, je pense que voilà, c'est le jeu. C'est hyper intéressant cet esprit de corps dont tu parles, corporatiste même, où tu dis que les psys, c'est comme une espèce de société dans laquelle, comme un peu une secte, hein, je prends facilement cette analogie, dans lequel c'est difficile. Religion. Religion. Pour moi, une religion, c'est une secte qui a réussi, mais ça, c'est autre chose. Okay. Je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Donc, ouais, je disais, il y a quand même ce côté où c'est difficile de sortir justement de ce corps. Est-ce que selon toi qui les connais, ces gens-là, tu les as côtoyés pendant les études, dans le travail, ça a été tes profs et tout, est-ce que c'est pas au fond une volonté qu'ils adoreraient avoir, mais qui... Bien sûr. Ah, mais c'est évident. Pour moi, c'est une évidence. Et c'est pour ça que j'y vais avec tellement de force, les avocats, parce que chez mes pairs, certainement que c'était trop en miroir. Le miroir était trop fort pour que je le fasse avec les psys. Mais je peux faire le même travail avec les psys. T'as inspiré d'autres psys, et après on va passer à vocation et à ta nouvelle vie, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des psys qui se sont dit peut-être l'idée par toi, ou est-ce que d'autres l'avaient fait avant toi et qui ont pu t'inspirer, ou est-ce que c'est vraiment un mouvement très individuel? Il n'y a eu aucune inspiration de la part d'aucun psy en France. Et c'était quoi la suite de ta question? Est-ce que tu as inspiré d'autres psys qui ont fait pareil? Alors, la détente est longue. Ça commence à venir, je commence à entendre des dire ah ouais, je crois qu'en fait peut-être, tu sais, je peux peut-être comme toi, mais c'est doucement, hein.
On est très attaché en fait. Pourquoi c'est intéressant cette question de passer de libéral à entrepreneur ou de quoi que ce soit à entrepreneur? En fait, c'est simplement d'ouvrir son identité, d'élargir son identité. Et en fait, pourquoi c'est tellement difficile? Parce qu'on est super accro à notre petite identité. Donc on pourrait se dire, mais non, mais c'est vachement cool, tu vas devenir plus. Oui, mais j'ai l'impression que du coup, je vais perdre ça. Et comme je veux pas perdre ça, bah, du coup, je veux pas être plus. Ah. Et donc ça vaut pour tout. Ça vaut, c'est pas les psys, c'est les boulangers, c'est ce que tu veux. Dès lors qu'il est question d'élargir toi, qui tu es, Précaré. Ouais. ça génère des insécurités, des angoisses de mort, des trucs que j'ai vécu, que beaucoup de gens ont vécu. Et on doit s'accrocher comme des malades et beaucoup de gens préfèrent rester dans leur confort. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que je suis pas quelqu'un de mass market à ce jour. C'est que le travail que je fais avec les avocats, il est costaud. Il est putain de costaud. J'ai une dernière petite question qui me vient, elle n'était pas prévue, excuse-moi Arnaud. Sens-toi libre. Est-ce que tu irais voir un psy aujourd'hui, sachant à quel point ils peuvent être justement étriqués dans leur vision et peut-être dans justement cet entre-soi, etc. Ou est-ce que les deux n'ont rien à voir entre la prestation que va te donner un psy et la vision qu'il a de lui-même et de son corps, le corps corporatiste? Ouais. C'est Arnaud que tu poses la question? Non, à toi. En fait, je m'excusais auprès d'Arnaud parce que c'était, je crois qu'il voulait poser une question, mais c'est à toi. Est-ce que toi, avec ton recul et ta vision, Ouais. voilà. C'est une bonne question qui va être très difficile à aborder, mais je vais quand même l'aborder. Moi, j'ai dû sortir de ma secte, moi-même, de ma secte psychanalytique. J'ai passé 12 ans en analyse sur le divan. J'en ai eu besoin et je ne cracherai jamais sur le travail que j'ai fait parce que le travail que j'ai fait, c'est la personne que je suis aujourd'hui. Et il n'est jamais question, je pense que c'est une erreur de cracher sur ce qu'on a obtenu et de dire « Ah, t'as vu le système de merde d'où je viens ?» C'est un peu con, quoi. C'est un peu comme quand on se met à détester nos parents, chose que j'ai fait toute ma vie. By the way, je viens à peine de me réconcilier. Mais tu vois, c'est ça, c'est que tu viens de cet endroit-là. Donc bon, par contre, effectivement, j'avais la conversation avec une psy, une des rares psys que je connais qui entreprend. Et on était d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est hyper touchy pour nous d'envoyer des gens vers des psys parce qu'on sait sur quelle fréquence, c'est un peu complexe de l'aborder, mais on sait sur quelle fréquence c'est. Et que, voilà, il faut trouver les bonnes personnes pour ouvrir, j'ai envie de dire, les bons canaux. Après, je pense que dans la vie d'un être humain, on a tous des moments de très grande vulnérabilité. On perd quelqu'un, on se sépare, on a peur, on vit un truc, on a peu importe quoi. Et pour moi, c'est un incontournable à ce moment-là, la thérapie, quoi. Je veux dire, moi, sans la thérapie, je serais pas en train de vous parler, je me serais sûrement suicidée. Donc, oui, je recommande d'aller voir un psy si ça va pas et si je sens que j'en ai besoin. Mais c'est pas un étendard, c'est pas un truc systématique. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs d'ailleurs en ce moment dire la combinaison psy-coach, c'est génial. Ouais, c'est génial pour toi. Justement, Alice, c'était Depardieu qui disait ça, je crois, dans une interview il y a longtemps, il y a un sacré paquet de temps pour le coup. Il disait tout le monde a besoin d'une psychothérapie. Tu es en désaccord avec cette vision-là? Tu penses pas que tout le monde en réalité a en désaccord avec T'es en désaccord avec ça? D'accord. Oui, tu penses pas que tout le monde va avoir des troubles, notamment à l'enfance, des choses qui vont être un peu difficiles, etc., et qui vont avoir besoin à un moment de passer le cap là-dessus, ou tu penses que pas forcément? Juste, c'est intéressant d'avoir ton avis. Ouais, moi j'étais team Depardieu. Hein. Mais souvent, tu sais, quand tu as fait un truc et que ça a marché pour toi, tu veux le généraliser. Donc moi, j'étais en analyse 2 fois par semaine depuis 12 ans, donc je disais, l'analyse, c'est le truc, tout le monde doit faire. D'ailleurs, des gens qui font pas d'analyse, on n'est pas sur le même truc, enfin, tu vois, avec même un peu un ego psychanalytique et tout. Aujourd'hui, j'en reviens totalement. Je vois le potentiel de l'humain, je vois sa puissance, et je sais qu'il y a des personnes qui n'ont jamais foulé le pas d'un putain de cabinet de psy, qui sont extrêmement puissants et résilients, et peut-être qu'ils en ont fait une marque personnelle, et peut-être même pas, ils s'en rendent même pas compte à quel point ils sont forts. Et je trouve que c'est disempowering, c'est cultiver un truc de l'assistanat ou du dev perso systématique que de dire tout le monde devrait faire une thérapie. Non, tout le monde ne devrait pas faire des thérapies. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement d'enjeux contextuels, environnementaux, familiaux. Et puis surtout, le développement personnel, peut-être il y a 20 ans ou il y a 30 ans, il passait par la thérapie. Après, il y avait différentes écoles, je crois quand même,
de psychologie, on ne va pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, entre les millions de livres qui ont été écrits, tous les coachs en développement personnel, tout ça, sans doute où il y a du bon et du moins bon, mais en vrai, une manière de se développer et peut-être de trouver des réponses à ses problèmes personnels, c'est plus peut-être seulement la thérapie. Alors peut-être il y a 30 ou 40 ans, peut-être il y avait que ça, non? Je me trompe? C'est ça, c'est qu'en fait, on accélère tellement. En fait, c'est pas que l'IA, c'est tout qui accélère. Les prises de conscience, le psychisme, la capacité de résilience, tout est en train d'accélérer. Donc, en fait, effectivement, vouloir à tout prix conserver un mode d'accompagnement des humains qui appartient au monde d'avant, pour moi, c'est. D'ailleurs, je pense que la thérapie, enfin, tu vois ce que je fais, on va en parler certainement avec les avocats, c'est une nouvelle forme de thérapie, en fait. Et c'est ultra puissant. Et même moi, je me surprends de ce qui émerge de ce travail après avoir fait quasiment 7 ans dans un cabinet de façon très classique, tu vois. Alors justement, ouais. Et pardon, Alice, je t'ai interrompu. Non, j'étais critique à l'égard de ceux qui pensaient pouvoir apporter des résultats vite, rapidement, sans être un psy, J'étais moi-même critique. Donc, je comprends qu'on puisse penser ça. Pardon, Arnaud. Non, je t'en prie. Alors, du coup, la transition est toute faite avec Avocation. Sympa le nom. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir quelle était la genèse du nom. Mais si tu dois nous le pitcher et puis nous expliquer un petit peu pourquoi les avocats. Bon, tu nous as dit que ta mère était avocate. Est-ce que c'est la seule raison ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a une formation éventuellement que tu as spécifique que tu as faite, qui a fait que tu as eu envie de lancer cette académie? Quel a été le déclic? Pourquoi les avocats? Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, en fait, quand j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai rejoint un programme d'un mec qui s'appelle Franck Roca. Je crois qu'il fait plus rien d'ailleurs. Mais bref, il avait un programme en ligne, il parlait de la niche et tout ça. Donc moi, tu sais, je savais pas entreprendre, hein, donc j'ai dû suivre une méthode. Enfin, j'ai essayé de suivre une méthodologie. Et en fait, très rapidement, c'était clair pour moi que c'était les avocats parce que mon premier patient dans mon cabinet était un avocat associé d'une très grande firme. Et après, j'en ai eu un autre, puis un autre, puis une autre, puis un. Et puis, j'ai commencé à avoir un écosystème d'avocats parmi d'autres. Hein. Je n'ai pas eu que des avocats, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal d'avocats. Mère avocate, oncle avocat, Olivier Maudret, mon oncle avocat. Ah, aussi. Voilà. Et puis, plein de potes avocats. Et moi, avant d'aller en psycho, j'ai été en automatique pour faire comme maman à Assas. Donc, si tu veux, j'avais quand même tellement d'avocats autour de moi. Et une conscience très profonde de ce qui se jouait, puisque je les ai accompagnés sur un plan psychothérapeutique pendant longtemps, et que moi-même, j'étais dans le ventre d'une avocate. Donc, si tu veux, moi, je crois au fait qu'on sent les choses. Donc, c'est ça qui a fait que je me suis ouvert aux avocats, et ensuite, il n'a été que question de me confirmer le bien fondé de cet appel et de ce ressenti. Donc, je l'ai confirmé au fur et à mesure. Avocation n'était pas là tout de suite. J'ai commencé par du coaching one-on-one. Tu vois, j'ai sorti de psy, j'ai dit coach. Enfin, il y a eu tout un chemin de recherche et développement pour passer d'un accompagnement individuel sans direction spécifique à ce que j'ai aujourd'hui, qui est une académie de développement business pour les avocats en ligne. Ça va, ce que je vous dis? Ouais, le pitch, en fait, tu as répondu à tout d'un coup, donc bravo déjà, parce qu'il y avait plein de trucs. Donc, non, c'est hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle un peu marketing. On dit souvent qu'on ne vend pas un produit ou une prestation, mais on raconte une histoire autour d'un problème que les gens, parfois, ne savent même pas qu'ils ont. Ouais. Tu me suis? Ouais. Avocation, ça répond à quel problème que les avocats ont peut-être même pas conscience qu'ils ont? Ouais. Oui, c'est la soumission à leur système de croyance. Vraiment la racine, parce que je pourrais te parler du sacrifice, je pourrais te parler On va y venir après. Des trucs classiques que tous les coachs d'avocats disent, mais pour moi, c'est plus profond. C'est que le conditionnement, on est tous conditionnés par nos parents, ensuite par l'école, et ensuite par notre fac ou ce qu'on étudie, etc. Et je trouve que le vortex du psy ou le vortex de l'avocat, c'est des conditionnements assez lourds. Il y a du Saint-Bernard, il y a du religieux, enfin, tu vois, c'est... Et en fait, t'apprends, t'as envie d'apprendre ta matière. Le Saint-Bernard, juste, c'est quoi? C'est cette espèce de sentiment où on se doit de faire du bien à l'autre? Ouais, sauveur. Okay. J'appelle ça affectueusement. Là, j'essaye d'être sûr que tout le monde comprend, parce que moi, j'apprends. Hein, je suis pas... bien de préciser. Tu as bien raison. Moi, je m'exprime très librement. Je me dis ça va atterrir où ça doit atterrir, mais tu as raison de préciser.
Et en fait, Donc c'est encore cet esprit de corps. En fait, c'est ça, il y a un parallèle énorme. En fait, tu fais ce que tu as vécu toi-même, tu essaies de sortir d'autres de ce conditionnement. c'est ça. En fait, tu vas créer des croyances. Donc, les études d'avocat vont te renforcer d'année en année dans tes croyances. Et après, bah, tu vas créer une réalité qui te confirme tes croyances en permanence. Ouais, Donc, ce en fait, biais de confirmation dont on parle ça et là. voilà. Alors moi, je suis trop content parce que là, j'ai un avocat, une coach en avocat. Alors il faut que, évidemment, j'ai, tout à l'heure, il y aura un petit échange où ce sera vous deux à quels je poserai des petites questions, si vous Vas-y. voulez. Mais là, d'abord, on va continuer sur cette histoire de problèmes que les gens n'ont pas conscience peut-être d'avoir. Pour autant, comment tu obtiens tes premiers clients? Est-ce que c'est ton réseau personnel? Tu nous as dit que tu avais quand même des personnes qui étaient déjà dans la magistrature. En avocat, il est dans la magistrature? Non, c'est des juges, ça. Non, c'est juste la magistrature. Vous, comment on dit L'avocature. l'avocature, tu vois, je connaissais même pas ce Ouais. mot-là. Ok. Donc voilà, donc est-ce que c'est comme ça? Ou est-ce qu'effectivement, c'est des personnes qui peut-être avaient déjà un peu conscience du problème, mais qui n'avaient pas mis les mots dessus et qui, voilà. Mais c'est quoi le niveau de conscience en vrai? Il est zéro? Alors, Ouais. c'est top, c'est top. En fait, j'ai commencé par ceux qui avaient le moins de niveau de conscience en R&D, c'est-à-dire les gens de mon réseau, des partenaires de gros cab, qui me disaient oui, oui, ma petite cocotte, bon, allez, bonne nuit. Et puis, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer LinkedIn grâce à ma meilleure amie Clara Lefebvre qui m'a initiée. Et là, j'ai pu dire, bon, bah, en fait, voilà, moi, c'est ça mon message. Et si ça vibre pour toi, on se parle. Et donc, en fait, sur une peuplade d'avocats, ils sont pas tous à la même fréquence, et ils sont pas tous au même degré d'awareness, et ils sont pas tous à la même capacité de se contempler dans leur ego et de dire putain, ça fait un peu mal ce qu'elle raconte, mais ça me parle un peu quand même, tu vois. Et donc moi, j'ai volontairement fait un contenu incisif, perçant, percutant et réel, et pas pour être clivante, mais parce que c'est comme ça que je le vis. Et ça a filtré énormément les gens qui venaient à moi ensuite. Donc 100% quasiment de mes clients sont des gens qui sont venus en inbound, donc c'est assez fou, en inbound par la création de mon contenu. Je n'ai fait quasiment pas de prospection, quasiment aucune action vers l'extérieur, c'est que de l'attraction. Et comment ils se présentent, les mecs? Parce que ça doit pas être facile d'aller dire, tiens, j'ai lu ton truc et je crois que j'ai un problème. Enfin, Et ben pourtant, ouais, ils y vont sans ego, ils y vont franco. en fait, ils disent j'ai l'impression que tu me parles à l'oreille, j'ai l'impression que tu me vois. Donc c'est hyper beau, tu vois, quand quelqu'un il peut s'accepter dans sa vulnérabilité. Et je pense Ça que veut dire que tu as bien choisi les mots aussi, pour oui. le coup. Parce que tu aurais pu le dire complètement différemment, la même chose, mais ça aurait pas parlé à cette personne. Donc le poids des mots, là, il a du sens de fou, quoi. Ouais, et surtout, on ouvre un espace de vulnérabilité. Donc en fait, moi, j'ai créé un contenu qui est exposant, entre guillemets. Enfin, c'est pas toujours, mais parfois. Et je peux avoir des réactions de gens très vives qui se défendent. Et ça, c'est des gens qui ne sont pas encore prêts, en toute logique, à ouvrir cet espace. Et donc, les personnes qui viennent m'écrire, c'est des gens qui sont prêts à ouvrir cet espace, voir qui ils sont déjà. N'est-ce pas, Arnaud? Et donc, voilà. L'écriture a été la magie de ce système d'attraction. Et après, une fois que je les rencontre, en one-on-one, j'ai un petit call avec eux. Et là, j'envoie à la gouache. Et c'est le test final. Voilà, donc, ils passent ou ils passent pas. Ils sont prêts ou ils sont pas prêts. Voilà comment ça se fait. Justement, tu parles beaucoup de LinkedIn. Ouais. C'est un axe de développement pour toi personnel important en termes de marketing, etc. C'est quoi la ligne éditoriale? C'est quoi les valeurs derrière? Parce qu'en plus, tu postes pas mal. Tu postes plutôt beaucoup d'ailleurs. C'est quoi la strat derrière? C'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire passer en gros? C'est quoi le message? C'est quoi, comment tu as construit ça avec du coup Clara, c'est ça? Le faire? Alors non, Clara, ça a été Non. l'ouvreuse de Ah voix. ok, pardon. Ok. Mais après, je me suis. Alors, bah, en fait, moi, je considère que ma stratégie est encore en cours de travail. C'est-à-dire que je suis incapable de fixer des thèmes piliers et des machins et des trucs, tu vois. Donc, à chaque fois, c'est une inspiration, à chaque fois, c'est un flow. Il y a des moments où il y a plus de cohérence et effectivement, je vais aborder pendant 2-3 mois particulièrement l'argent. Mais j'ai eu une phase où, par exemple, j'abordais la sexualité. Il y a des moments où je vais parler très psycho, puis il y a des moments où je vais juste bombarder sur de la stratégie. Et en fait, c'est mes saisons. C'est mes saisons. Je peux pas, je peux rien fixer. Et tu vois, je suis pas sortie de mon petit cabinet pour ensuite me mettre dans ma petite stratégie.
Et c'est hyper important pour moi que ça reste ouvert. Et tu vois, en ce moment, j'écris des posts, mais c'est hilarant, quoi. Genre One Life, une phrase, tu vois, juste ça. Parce que je me sens pas appelée à développer un... Un En fait, narratif. la métrique pour moi, c'est le plaisir, c'est la justesse, c'est la vérité de l'instant. C'est ça la métrique. C'est pas ma stratégie. Et ça a fonctionné so far. Je réponds pas à ta question, je sais, mais je vais pas t'inventer. Non, si, tu réponds. C'est-à-dire qu'en gros, tu es en train de dire que finalement, tu n'as pas réellement de stratégie éditoriale, tu fais plus en fonction de ce que tu ressens. Et en fait, c'est plus du ressenti qu'une vraie strat avec un Ouais, positionnement, avec ouais. une intellectualisation de ce que tu vas, dans les détails de ce que tu vas dire de manière précise. En fait, c'est ça que tu Bah veux oui, dire. moi j'adore dire à mes clients que j'écris sur mes chiottes, donc tu vois, ou dans le taxi. Mais c'est ça, c'est vraiment la vibe, c'est que ça vient Ok. comme ça. Et après, là où j'ai un focus qui est cool, c'est que j'ai une adresse qui est extrêmement précise. C'est aussi ça, je pense, qui me permet d'avoir un flot de création plus libre, c'est que je m'adresse principalement aux avocats. Donc forcément, ça, enfin, c'est déjà une stratégie en soi, selon moi, hein. Ouais. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est une grande question qui est là en toile de fond, et j'en parle avec mes clients. Là, j'étais avec une quinzaine d'avocats il y a 30 minutes. C'est quand est-ce que la rivière va devenir océan, quoi. C'est jusqu'à quand je reste dédicatée des focus sur les avocats, et parce que je sens que ça a envie de s'ouvrir, quoi. C'est très amusant parce que j'allais te dire justement, les problèmes que tu soulèves, ils sont évidemment pas seulement inhérents aux avocats, mais tu as répondu que c'est pas quelque chose que tu t'interdis demain d'envisager, d'apporter cette même expertise à d'autres corps de métier. J'ai plutôt l'intention de me l'autoriser, même. Tu vois, c'est pas que je vais pas me l'interdire, c'est que je vais carrément me l'autoriser. Et d'ailleurs, je veux tout m'autoriser dans ma life. Hmm. Donc voilà. Ok. Ça, vous Alors, savez. les problèmes qu'on va évoquer ensemble, que j'ai retrouvés sur certains de tes écrits. Alors, n'hésite pas évidemment à tout moment à me corriger, hein, tu sais, parfois. Mais j'ai pu voir des problèmes liés à comment concilier sa vie privée et sa vie personnelle, Ouais. le rapport au sommeil, le rapport à l'argent, le rapport au contrôle, la capacité à déléguer, le stress, le surstress même dont tu parles. On ne va pas Ouais. pouvoir tout évoquer, bien évidemment, sinon on passera 2 heures, ou peut-être même plus. En revanche, j'aimerais que peut-être on prenne parmi ceux-là peut-être 2 sujets. Et peut-être Arnaud, tu vas en choisir un. Tu es avocat, tu es peut-être toi-même confronté à l'un de ces problèmes. Et Alice, peut-être toi, celui soit qui revient souvent, soit que tu prends le plus de plaisir à appréhender avec tes clients. Et puis, on va essayer voilà, de rentrer un peu dans le sujet. Donc, je vous les répète ou vous les avez? Non, non, moi Toi, tu les je connais les par ai. cœur, Alice. Je pense. Ouais. Bah, déjà, je pense qu'il y en a un quand on parle, parce que tu as cité le sommeil et tu as cité la fatigue et le stress. Je pense que c'est un peu lié, les deux, si je peux me Tout à fait. permettre. C'est-à-dire Ouais. qu'en réalité, les deux sont un peu liés. Et moi, quand je t'ai lu, Alice, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que je parle souvent, peut-être en décalage par rapport à ce que tu dis, de la faculté d'optimiser son sommeil, de faire plus de sommeil profond, de faire un peu de, tu sais, d'hacker un peu sa bio pour essayer de l'optimiser, etc. Et je vois beaucoup de gens, et pas du tout une critique, et je pense même qu'ils ont raison d'ailleurs, qui expliquent qu'en réalité, quoi qu'on en dise, on va avoir une dette de sommeil potentielle, et qu'à un moment, il faut quand même dormir un certain nombre d'heures par nuit, il faut quand même avoir des process clairs, etc., etc. Donc, comment tu vois ça, toi? C'est-à-dire, est-ce que on est tous logés à la même enseigne? On parlait dîner ou de qui tout à l'heure. Et est-ce que on ne l'est pas? Est-ce qu'il y a des prérequis indispensables? Est-ce que c'est quoi ta vision par rapport à ça, C'est justement? un peu comme la question de la psychothérapie. Je pense que c'est très tentant. On a tous envie d'avoir des guidelines. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'observe que ça me réussit très très bien de dormir 8 heures par nuit. Mais si je suis hyper amoureuse ou je vis un moment exceptionnel, je peux dormir 3 heures par nuit, tout se passe magnifiquement. Je ne sais pas si vous avez la Oura Ring, mais elle nous le montre. Voilà, Si, bien sûr. elle nous montre qu'en fait, les métriques sont pas claires, c'est pas facile en fait de savoir. Et puis le stress, pareil, la question de la résilience au stress. Qu'est-ce qui fait que je suis résilient en ce moment au stress? Qu'est-ce qui fait que là je suis carrément à plat? Bah, j'ai perdu mon père, j'ai des problèmes de fric, il y a trop de choses. Donc là je suis pas résilient. Les 8 heures de sommeil par nuit n'y changeront rien. Je suis fatiguée émotionnellement. Et donc en fait, si tu veux, c'est tellement
Multifactoriel. Je pense que c'est un leurre absolu. Alors, le biohacking, oui, mais il y a une réalité aussi Alors, pulsionnelle. messieurs, dames, biohacking, moi je comprends rien. Donc, de quoi il s'agit? Tu veux que j'explique, Jérémy? S'il vous En gros, plaît. ça vient, bien sûr, ça vient des États-Unis. Et comme son nom l'indique, comme cet anglicisme magnifique l'indique. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'optimiser de manière naturelle et de manière légale, c'est l'avocat qui parle, son corps pour justement permettre concrètement de dormir potentiellement moins, d'être plus efficace, d'être plus éveillé, d'être plus focus, etc., etc. Et donc, grosso modo, tu vas optimiser. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la bague connectée, il y a des bracelets, il y a peu importe. Concrètement, la bague, elle va te dire combien d'heures tu dors en moyenne. Elle va t'indiquer à quel moment est-ce que tu vas avoir ton sommeil qui va être un sommeil profond. Concrètement, peut-être que tu peux optimiser la manière avec tes routines du soir pour augmenter ce sommeil profond, augmenter ton efficacité, te rendre compte que peut-être en te couchant à 22 heures, ça sert pas à grand chose parce que tu auras un sommeil qui sera pas optimisé jusqu'à 1 heure du matin, etc., etc. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que le sommeil est une perte de temps, mais c'est une prise de position, tu vois. Voilà, il y en a qui pensent exactement Pareil. l'inverse, qui adorent ça. Moi, pour moi, c'est si demain je pouvais ne pas dormir quasiment du tout et vivre 24 heures sur 24, je le ferais. Donc voilà, mais donc j'essaye d'optimiser. Mais à un moment, T'es effectivement, il y a quand rattrapé même par. Ouais, tu peux, Ouais. tu vois, c'est ça mon point. Et c'est pour ça que Bah, tu c'est vois, intéressant d'avoir la discussion avec Alice. quand je te disais, Arnaud, ouvrir l'espace de la vulnérabilité et à quel point ça peut être confrontant de venir travailler avec moi, c'est que typiquement, si on travaille ensemble, on irait regarder ensemble pourquoi c'est tellement, pourquoi il faut tellement optimiser le temps, tu vois. Donc, c'est pour ça que on peut donner une réponse sur le sommeil, comment le biohacking, pas le biohacking. Moi, je me presse de ne pas donner trop de généralité. Et puis, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une réalité pulsionnelle chez l'être humain. Et qu'à un moment donné, un être humain à qui on donne un agenda non-stop. Donc là, tu prends tes gélules, là, tu bouffes à cette heure-là, là, tu te couches à cette heure-là, là, tu bois pas d'alcool, là, tu baisses pas, là, tu machin pas, là, pour moi, devient une machine. Et C'est-à-dire sa pulsionnalité, c'est-à-dire ce qu'il a envie de faire sur le moment, elle est complètement cadenassé dans quelque chose de. Je dis pas que c'est ton cas, hein, mais c'est un de mes thèmes préférés. À quel point la société actuelle enlève encore plus la pulsionnalité de l'être humain, son animalité, tu vois, son besoin de puis, se. est-ce que c'est faisable? Parce qu'en fait, on a tous acheté un jour on a téléchargé une application, on a téléchargé un appareil qui va nous dire en gros quoi faire pour mieux être, etc. Mais en vrai, c'est difficile de tenir sur le long terme. C'est comme un régime alimentaire. C'est facile de mieux manger, mais de moins manger, c'est très difficile en vérité. Et donc, est-ce que sur le long terme, c'est pas juste un savon qu'on va serrer un peu fort et qui à un moment donné va nous sortir des mains? Je pense que Il c'est y a un. des gens qui y arrivent parce qu'ils ont la résilience, ils ont je sais pas, ils savent faire ça. Ça existe sans doute, hein, je sais pas. Moi, je pense qu'on nous baratine beaucoup sur les pratiques de ces gens qui ont tout parfait, nickel, qui va bien, le bon biohacking et le machin. Hum, En J'attends. vrai, ils prennent des choses peut-être moins légales, etc. Non. Je pense que, je pense Non, que c'est vrai, t'as raison. Faut pas se mentir. la suppression de nos parties d'ombre, entre guillemets, hein, donc nos parties pulsionnelles, c'est c'est juste pas possible. Et si on veut être trop intense là-dessus, pour moi, c'est comme ça qu'on se fait popper un petit cancer, tu vois. En Ouais. faisant quoi? En faisant quoi, tu veux dire? En étant dans une répression permanente de ta pulsionnalité, de ton autorisation d'être dans le, tu vois, de vouloir tout cadrer, tout optimiser pour ta performance, au bout d'un moment, le corps, il dit, va te faire foutre, en fait. Moi, j'avais envie de vivre, j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de kiffer ma life, et t'as fait un truc tyrannique, et donc, voilà, je t'exprime. En fait, parfois, nos circuits sont tellement pas connectés avec notre corps que on peut pousser dans une direction en pensant que c'est top, mais très longtemps. Et puis un jour, on prend le boomerang dans la gueule que c'était pas OK en fait. Donc on en revient à la pratique de biohacking ultime, c'est l'écoute. L'écoute de soi, de De son soi, je corps, pense, c'est ouais. ça, hein? Ouais. Ouais. De soi, de son désir, de son envie. Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que c'est vraiment aligné? Après quoi je cours? Et là, ça t'amène à un travail qui est beaucoup plus profond. Et tu penses que ce travail, pardon de t'interrompre, est-ce que tu penses que ce travail, on peut le faire seul ou vraiment empiriquement, c'est beaucoup trop compliqué? Alors évidemment,
tu es partie prenante parce que c'est ton métier. Mais très sincèrement, est-ce qu'il y a des gens, tu penses, qui peuvent le faire seuls ou en fait, quand on On sait n'est jamais seul. on a On un n'est biais? jamais seul. C'est-à-dire qu'on va vivre l'épreuve qui va venir ouvrir ça, qui va faire que je vais rencontrer cette personne-là et je vais avoir cette conversation-là. Et en fait, oui, tu as celui qui est allé voir le chaman, tu as celui qui est allé voir le psy, et puis tu as l'autre qui a été guidé d'une manière ou d'une autre au travers de ses rencontres et de ses épreuves et qui a eu cet éveil. Donc, pour moi, seul, c'est déjà, c'est pas, il y a pas l'autre est obligatoire dans tout. Mais oui, il y a des gens qui adorent cheminer à l'intérieur d'eux, tout seuls. Mais en fait, ils sont jamais seuls. C'est Intéressant. On a parlé sommeil, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup à vous deux. Moi, c'est pas des sujets. Moi, je suis plutôt de l'avis d'Arnaud parce que, pareil, moi, je dors quand j'ai envie de dormir et comme j'ai pas beaucoup envie de dormir, je dors peu et je suis pas du tout sujet au stress. J'ai 36 ans. Peut-être que dans un an, ça va changer, mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'est un truc qui ne me parle pas. Mais je suis tellement entouré de personnes à qui ça parle, des pertes de sens, des problèmes justement de stress, etc. qu'en vrai, je sais que le problème existe véritablement. Et c'est intéressant justement que vous en parliez. Sur le deuxième sujet, peut-être sur lequel on peut peut-être aller, j'ai parlé de vie privée, vie perso. Ça, c'est un sujet qui est fondamental, je pense, pour les entrepreneurs, et pas seulement d'ailleurs, pour le coup. Je pense que pour n'importe qui, c'est important de savoir concilier les deux, ou le rapport à l'argent, ou la capacité à déléguer. Je vais te laisser peut-être, Alice, choisir celui sur lequel tu aimerais qu'on papote un peu tous les trois dessus. l'argent. Ouais. Allons apporter là où il y a le plus besoin, quoi. Parce que le rapport vie pro, vie perso, c'est beaucoup une question d'intégrité et d'écoute, encore une fois. Donc, quand tu t'écoutes, ça s'équilibre. Quand tu t'écoutes pas, c'est pas équilibré. C'est assez simple. En revanche, l'argent, il y a un paquet de merde sur le mot et il y a un paquet de problèmes avec ça, notamment dans notre cher, magnifique pays, la France. Et donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut aborder, parler, mâcher, inlassablement avec des chiffres, bien, pas bien, maladroitement, peu importe, du moment que c'est exprimé, du moment que c'est sur la table, du moment que l'échange est là, du moment que personne ne s'interdit et que tout le monde s'autorise à parler d'argent. Donc, l'argent, moi, c'est... Alors, typiquement, qu'on aille un peu dans le concret. Ouais. C'est vrai qu'en France, culturellement, dire combien on gagne quand on gagne bien, c'est mal vu. Parce que quand on gagne mal, il n'y a pas de problème. On peut se plaindre de son salaire, mais on ne peut pas se vanter d'avoir un bon salaire. Donc, ce n'est pas l'argent qui pose problème, c'est le beaucoup d'argent, le trop d'argent. Tout à fait. Je peux me tromper, mais tu vois, je te parle comme ça. Totalement. C'est ce qui est associé au fait d'avoir de l'argent. Parce que dans le pays le plus socialiste du monde, c'est-à-dire le fait de redistribuer de l'argent, ça ne pose aucun problème que de verser de l'argent à des personnes qui ne font rien. Et il n'y a pas de tabou là-dessus. Pour autant, est-ce que c'est plutôt l'argent ou plutôt la notion de réussite ou plutôt le niveau de salaire par rapport à un salaire médian ou considéré comme élevé, etc. Je pense que c'est plus ça le tabou plutôt que l'argent en lui-même qui parfois pose de problème à personne. Mais du point de vue de tes clients, on les appelle clients ou patients alors? Non, clients maintenant. Ah oui, non, c'est pas mes patients. Okay. Cette problématique liée à l'argent, j'imagine qu'elle n'est pas que sociétale. Tu n'as pas envie de changer le monde en disant maintenant il faudrait qu'en France on puisse parler d'argent librement. Ça, c'est très bien. C'est limite un programme politique. Mais du point de vue vraiment personnel et individuel, quelles sont les limites fixées par l'argent du point de vue de l'avocat, typiquement, parce que c'est celui que tu accompagnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur cet enjeu? Si, l'argent, le mot est problématique parce qu'il est traumatique pour beaucoup. Donc, soit papy était pauvre, soit on a tout perdu, soit, il y a un truc qui fait mal à cet endroit-là. Donc, l'énergie de l'argent est neutre. L'argent ne nous veut rien et voilà, c'est une énergie neutre. Mais ce qui se passe autour, c'est pas neutre du tout. Et donc, juste le mot, déjà, au-delà du rapport de proportion dont tu parles, déjà, le mot pose problème. C'est comme si je dis sexe. Mais si par exemple je gagne au loto ou alors j'ai une augmentation, c'est de l'argent, c'est des bonnes nouvelles, ça pose de problème à personne. Ah, tu crois? Je pose, ouais, vraiment. T'es mignon.
C'est vrai, mignon. OK, on en est là. Non, mais sérieusement, je pense il y a des bonnes nouvelles autour de l'argent. Il y a des choses positives. Dis, appelle tes potes, dis, Par j'ai gagné 100 millions trucs et vois les réactions. par exemple, les associations caritatives, j'ai fait un don, par exemple. C'est de l'argent, mais pour le coup, c'est plutôt bien vu par la société. Des exemples comme ça, il y en a où tu penses vraiment qu'il est à 100% mauvais. Non, Je te challenge, hein. Tu dis. vois. Je pense aussi que quand c'est à des fins morales, l'argent ne pose aucun problème, évidemment. Mais ce que je te disais en préambule, c'est que le simple mot argent, au même titre que le mot sexe, c'est connoté. Il y a quelque chose derrière. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Quand je dis sexe, c'est pas neutre. Quand je dis argent, c'est pas neutre. C'est ça que je te disais. Après, effectivement, il y a plein de moments où dépenser de l'argent, c'est tout à fait admis. Par exemple, Noël. Alors là, on a le droit. Là, on peut acheter des cadeaux. C'est Noël, attends. Ou le don, ou le machin. Donc, oui, je sais plus où on en était. Non, Mais non, oui. rien. L'idée, Mais c'est en gros, si tu veux, individuel, comment c'est limitant. Donc, il y a le mot, OK. tu me demandes, voilà, il y a le mot déjà qui commence là avec les racines traumatiques du mot. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, si on va sur les avocats, bah, comme je le disais, il y a un côté Saint-Bernard, il y a un côté service, il y a un côté, on nous pose sur quand même que ça va être concurrentiel, que ça va pas être si facile que ça, qu'il faut du cuir, qu'il y a les stars et les moins bons. Donc on nous met déjà dans un, je dis nous parce que à force de bosser avec eux, j'en suis. On nous met déjà dans un climat, en tout cas pour la plupart, anxiolytique, anxiogène, avec l'idée qu'il va falloir y aller. Et qu'on soit avocat ou pas avocat, il y a souvent ces phrases qui disent l'argent ne pousse pas sur les arbres, c'est pas facile de faire de l'argent, tu sais, ce monde il est très compétitif, tu sais que c'est pas facile, et puis ceux qui ont l'argent, c'est ceux qui ont le pouvoir, et puis ta 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 ta. Donc quand tu combines les croyances de l'inconscient collectif sur l'argent, plus les injonctions notamment ton client et ton ennemi, ça crée un putain de truc cristallisé, une grosse pâte compacte, très difficile pour fluidifier ce rapport à l'argent et faire rentrer l'argent comme quelqu'un qui, voilà, qui serait beaucoup plus libre. Donc beaucoup d'avocats justifient leur manque de revenus parce que bah, leur client n'est pas sympa, ils sont en province, il y a trop de monde dans leur truc, mais en fait, derrière, c'est pas du tout ça. C'est qu'il y a un problème avec le fait de recevoir du pognon. Toi, par exemple, Arnaud, est-ce que tu as déjà hésité à présenter tes honoraires, soit parce que tu estimais que ça, en vrai, valait pas le coup, soit que la personne, elle avait peut-être pas les moyens et que tu voulais quand même vraiment l'aider? C'est quoi, toi, ta relation avec tes honoraires? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par éviter de présenter les honoraires? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, J'ai pas pas éviter. Est-ce compris. que tu as déjà été mal à l'aise au moment de présenter Ah, justement pardon. tes honoraires, pour quelles que soient les raisons? Mais c'est quoi ton rapport? Est-ce que tu les assumes pleinement et c'est comme ça et c'est le prix et je le mérite? Ou est-ce que justement tu as ce petit complexe de dire hey, 300 balles de l'heure, 500 balles de l'heure, 1000 balles de l'heure, tout dépend évidemment le niveau de l'avocat, pour rédiger des trucs. Alors surtout avec l'IA maintenant où on fait le procès à l'avocat de plus faire grand-chose. Enfin, il y a un vrai sujet là pour le coup, je pense. C'est vrai. C'est vrai. En fait, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que quand tu es collaborateur junior, que tu travailles dans des cabinets où effectivement, alors déjà en général, tu gères pas forcément toujours la facturation quand tu travailles dans certains cabinets. Donc au final, t'es pas en contact avec ça. Tu commences à avoir des clients perso. En général, les clients perso, ça va être tes potes ou ça va être des connaissances. Donc t'oses pas trop, etc. Puis t'apprends au fur et à mesure. Et puis à un moment, tu commences à comprendre que tu apportes de la valeur. D'ailleurs, souvent, Alice dit quelque chose que je trouve très intéressant. Parce qu'en fait, elle dit que le rapport au coût, c'est pas tant un rapport au coût en tant que tel, mais c'est quelle est la valeur que tu vas apporter en proportion par rapport à ce que ça te coûte. Donc en réalité, à partir de l'instant où tu te rends compte que ce que tu fais apporte de la valeur, génère de la valeur pour la personne avec laquelle tu travailles, que ce soit avocat ou peu importe, bah, concrètement, du coup, tu as moins de pudeur de gazelle, pour paraphraser le président de la République, à commencer à dire que potentiellement tes honoraires valent quelque chose et que c'est justifié. Voilà. Donc, je dirais que c'est un apprentissage et que, à mon sens, ça se fait pas automatiquement de manière naturelle. En effet, c'est pas, tu n'es pas en disant, OK, tu vas facturer tant de l'heure et au final, ça va se faire sans qu'il y ait de. C'est un apprentissage. C'est au fur et à mesure. En tout cas pour moi. Je suis assez d'accord. Ça Et se fait au fur et à mesure. tu sais quoi, depuis tout à l'heure, on discute. En vrai, il y a un truc qui me revient sans cesse. C'est peut-être le sujet le plus passionnant de l'interview, mais ça, c'est vraiment peut-être que moi. C'est ce sentiment du sauveur, du Saint-Bernard. Parce qu'en fait, c'est vrai que les avocats, ils ont C'est quand vrai. même un rôle Ouais.
de sauveur et en même temps, ils le monnaient, certains parfois chèrement. Comment on arrive à concilier justement cette volonté de défendre finalement au départ la veuve et l'orphelin et finalement on défend aussi parfois l'autre côté et pour autant au plein milieu il y a cette notion d'argent justement où quoi qu'il arrive on se fait payer. Enfin, vraiment, moi, je suis pas avocat, mais j'ai traité avec quelques avocats avec lesquels c'était plutôt administratif. J'ai pas senti, moi, ce sentiment de sauveur. Tu vois, je l'ai pas senti. Mais heureusement, j'ai peut-être pas été dans des cas où il le fallait. Mais je sais pas comment vous gérez ça, toi, Arnaud, en tant qu'avocat, et toi, Alice, est-ce que parfois, tu as quelqu'un qui te dit justement, j'ai perdu la foi dans le côté sauveur et aujourd'hui, c'est devenu un business. Tu vois, typiquement, je sais pas, ça doit arriver, ça. Ben, moi, c'est ce que je préconise. Je préconise le nettoyage du lien avec le client. Je pense que l'archétype du sauveur n'est pas du tout à point, à propos, et que justement, l'argent nettoie et que donc le fait d'être dans une perspective business va améliorer non seulement l'efficacité de la prise en charge, mais la prise en responsabilité du client, quoi qu'il vive. Et je pense que c'est très important. Donc, c'est ce dont tu parles, tu le soulèves intuitivement très justement. C'est un des sujets les plus clés sur lesquels on travaille ensemble. C'est la transformation de ce regard de je dois sauver en c'est un business, c'est parfaitement OK et ça va servir mon client. Parce que le but du sauveur, c'est de l'aider en toute logique. En toute logique. Hein. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que si ton objectif, c'est de l'aider, si tu es dans une perspective entrepreneuriale, tu vas l'aider 100 fois mieux. Pardon, Arnaud, Non, on a le temps. Vas-y, Arnaud. Ouais, non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense que c'est aussi important pour un avocat de. Enfin voilà, parfois on est dans des situations où on reçoit des gens qui manifestement n'ont pas du tout les moyens. Toi, tu le sais, Jérém, on discute crypto régulièrement. J'ai des gens, ils se font arnaquer en crypto. Enfin, c'est dramatique, à un niveau qui est inimaginable. C'est-à-dire qu'ils sont dans des situations incroyables. Et ça peut arriver aussi en fonction de son affinité avec la personne, en fonction du rapport qu'on a avec cette personne, etc. Que plutôt que de lui dire désolé, je peux rien faire pour vous, on essaye de trouver des solutions, quitte à ce que effectivement ça fasse quelques entorses à nos principes en matière de rentabilité. Ça peut arriver aussi. Donc effectivement, ça fait partie de notre profession et de notre état d'esprit. Pour autant, je rejoins Alice aussi. Il faut que de manière générale, comment dirais-je, l'honoraire, c'est aussi une capacité d'être respecté dans ce qu'on est en train de faire, dans ce qu'on fait, et que nonobstant le fait qu'il y ait l'intelligence artificielle et qu'il y ait tout un tas d'outils qui peuvent nous servir à être plus efficaces, il en reste pas moins que derrière on a un background, qu'on a un univers, qu'on a un écosystème, qu'on a une vision, et que jusqu'à preuve du contraire, il est probable d'ailleurs que effectivement d'ici quelques années l'impact des avocats soit de moins en moins important avec l'IA. En tout cas à date, on garde quand même de la valeur et qu'effectivement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de honte effectivement, à ce qu'on soit payé pour la valeur qu'on apporte. Alors, la transition, elle est trop cool parce que c'était justement ma prochaine question, justement la relation avec l'intelligence artificielle. J'ai vu que tu t'es récemment exprimé sur le sujet, Alice, et c'est vrai que pour les avocats, et je pense comme dans énormément d'industries, mais typiquement celui des avocats est concerné, est-ce que là aussi, pour l'avocat, à un moment donné, est-ce qu'il ne peut pas tomber dans une certaine fainéantise et finalement être un peu moins, enfin je sais pas, un peu moins efficace et surtout, est-ce qu'il n'y a pas la crainte du manque de vocation pour la vocation, tu vois. Genre à un moment donné, on se dit, en fait, l'avocat l'intelligence artificielle va nous remplacer. On entend ça de temps en temps. Est-ce que ça, toi, tu as cette discussion avec tes clients ou pas encore? Peut-être que dans les grandes villes ou je sais pas. Si, non, j'ai cette discussion avec tous mes clients. Moi, je les laisse se démerder sur les formations qu'ils ont envie de faire ou pas faire sur l'IA pour se muscler là-dessus. En revanche, moi, j'ai des use cases, des cas d'usage de l'IA très précis que j'aime leur enseigner. Donc, grosso modo, je leur demande d'utiliser l'IA comme ils m'utilisent moi. Donc à des fins de réflexion, d'introspection, de développement, notamment, par exemple, ils ont plein de moments où il y a des questions de cadre qui se posent. C'est un des piliers sur lequel je travaille le plus, c'est le cadre avec le client. Donc la clarté de la relation et de comment ça va se passer. Et parfois, il y a des clients qui rouspètent en mail ou qui voilà. Et là, je vais leur dire,
quand tu n'as pas Alice pour t'aider à voir les choses autrement, tu as quand même ton meilleur pote l'IA qui va t'aider en fonction de ce que tu vas répondre, à reframe ce mail, à y répondre, etc. Donc, sers-toi de ce putain de chat GPT au maximum. Dès que tu te sens démuni face à un client, face à même une offre, tu sais pas ce que tu veux dire, tout, en fait, vas-y, utilise, puise là-dedans. Intelligemment, évidemment. Et donc, le prompt, moi, pour le prompt, je leur explique que, enfin, pour ma part, c'est comme ça que j'utilise. Je lui parle comme je me parle. C'est comme ça que j'obtiens les meilleurs résultats avec ChatGPT. Donc, tout ce qui va être utilisation sur du juridique, etc., moi, je m'en mêle pas. Je les laisse approfondir ce qu'ils ont envie. Moi, c'est plutôt au quotidien à quel point ça peut être une assistance intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, logistique, d'écriture. Tout. Tu vois ce que je veux dire, Arnaud? Je vois tout à fait. Après, moi, je suis plus. Comment dirais-je? Enfin, déjà, je l'utilise énormément. Je crois que Jérémy, on en avait déjà parlé. Enfin, depuis longtemps d'ailleurs, quand on est dans l'écosystème tech, en plus, c'est difficile de pas utiliser l'IA. Donc, on baigne dedans à la fois pour nos clients et pour nous-mêmes. Et effectivement, là où ton discours il est important, c'est que l'impact de l'IA, en fait, on s'en rend pas suffisamment compte, je pense, mais en fait, il est stratosphérique. C'est-à-dire qu'il est pas, c'est pas juste un petit truc comme ça, etc. Alors, on a un peu deux écoles. On a ceux qui, effectivement, sont peut-être dans le catastrophisme total en disant dans un an, c'est Terminator. Et on a ceux qui disent non, mais en fait, c'est pas grave, c'est comme Internet, regardez, etc. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec Internet. On n'est pas dans une optique où ça rajoute une interface par rapport à un travail qu'on ferait dans la vie réelle, entre guillemets. Là, on est dans une logique qui consiste à d'abord nous aider sur un certain nombre de choses et après, in fine, lorsque l'outil fonctionne extrêmement bien, il est amené, bon an, mal an, à nous remplacer. Donc, effectivement, ça aussi demande aux avocats et en réalité à toutes les professions, notamment les professions de conseil, à se renouveler, à comprendre quelle va être leur valeur ajoutée, etc., dans cette chaîne de valeur, où concrètement, ça va devenir de plus en plus compliqué. Il y a 60 000 avocats. Moi, je suis pas du tout certain que d'ici 5 à 10 ans, il y en ait autant que 60 000. C'est même très, très improbable. Donc, voilà. Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Tu as raison, Jérémy. Évidemment, Alice, je te rejoins. Oui, toi, tu parles plus au général de ce que ça va avoir comme impact sur la profession. Moi, j'étais plus sur comment l'utiliser simplement, mais oui, c'est clair. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser normalement. Voilà. Et je pense que il y en a d'autres qui l'utiliseront pour toi, quoi. Donc, l'IA, c'est un allié, c'est pas un ennemi, puisque de toute façon, il est là pour rester, quoi. Ça, c'est sûr. Et le travail que je fais avec les avocats, c'est en conscience de ces enjeux-là. Et d'où l'importance de ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est de les mettre en tant que personne devant. Parce que très souvent, la posture de l'avocat, c'est ce qu'on voit en premier, puis la personne, elle est loin derrière. Et je pense que ceux qui vont rester dans le game, c'est ceux qui existent au premier plan, qui sont visibles. J'aime bien dire, il y a les visibles et les non visibles parmi les gens. Et donc, moi, mon combat, c'est d'aider les avocats à rayonner, à exister à tous les niveaux, pas simplement sur un réseau social, mais aussi, comme je dis, dans leurs compétences business, dans l'efficacité de leurs solutions, dans la puissance de leur prise en charge. Et c'est ça qui fait que on se sent de moins en moins menacé par l'intelligence artificielle parce qu'on incarne de plus en plus ce qu'on est en train de foutre. C'est une transition parfaite. On dirait qu'on a préparé l'émission avant, alors que pas du tout. On n'a pas dit un mot, rien. Alice n'a eu aucunement les questions à l'avance. Même moi, il y en a certaines, je les ai pas eues à l'avance, je les découvre pendant l'interview. On va parler visibilité des avocats. Alors, on connaît les avocats qui sont devenus célèbres, comme je sais pas, Franck Berton, Pierre Haïk, Badinter, Vergès, et puis plus récemment des avocats un peu stars, Dupond-Moretti, Salman, Goldnadel, qui écument plateau télé, politique, cours. Ma question, aujourd'hui, est-ce qu'un avocat, il est obligé de se starifier pour réussir, selon toi, justement, pour se démarquer? Ou est-ce qu'il y a des avocats plus discrets, toi tu les appelles non visibles? J'ai vu que tu n'as pas utilisé le mot invisible, mais non visible. Est-ce que cela peut être discret et extrêmement charismatique et magnétique? C'est pas du tout, attention, non visible, ce n'est pas introverti. Non. Je connais des gens introvertis qui ont une aura de dingue et qui sont ultra visibles, donc c'est pas ça. Alors, calme-toi, c'est pas ce que j'ai dit. Je me calme pas, ça y est, là.
Non, mais en plus, je voulais justement bien préciser les mots que tu as utilisés. Non visible et pas invisible. Donc, je vais reposer ma question et là, tu vas pouvoir voilà, t'énerver contre moi et ce que j'ai dit. Et donc, voilà, est-ce que tu penses que c'est obligé aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, de l'ère de l'économie de l'attention et même de cette concurrence entre avocats, etc., de se starifier un peu? Arnaud pourra en parler évidemment, puisque c'est la star des avocats crypto aujourd'hui. Eh ouais, ouais, Arrêtez, Arnaud, n'importe est-ce que quoi. ou pas? Ou est-ce que c'est une des méthodes? Je laisse Alice d'abord, évidemment, et ensuite, évidemment, j'aimerais avoir l'avis d'Arnaud, évidemment. Moi, perso, je suis sur mon chemin d'être une star, moi, en tant que personne. Je veux être une star, mais une star, pour moi, c'est pas... J'aurais jamais pu dire ça il y a 2 ans, tu vois, le chemin qui a été fait, Ça va être le texte de la miniature, hein, tu le sais. Hein. il n'y a pas de problème. Une fois, je suis arrivée dans un resto et le serveur m'a dit « T'as une âme de star, toi ». Et en fait, pour moi, star, c'est pas l'outcome d'avoir, comme Arnaud, 40 000 personnes qui te suivent ou d'être. Pour moi, star, c'est pas ça. Star, c'est une aura, c'est une vibe. Donc, oui, je vais répondre à ta question sur ce point de vue-là, on va dire énergétique. Les avocats doivent être des stars, oui. C'est important qu'ils soient dans leur puissance et qu'ils envoient un truc fort et qu'ils ne soient pas complètement désincarnés et pas bien et dissociés. Donc, ça passe par leur santé, leur sommeil, beaucoup de choses. Ensuite, est-ce qu'il faut qu'ils deviennent des stars au sens visible sur les réseaux sociaux? Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que c'est un appel que tu as, c'est un désir que tu as envie de faire passer un message, mais je connais beaucoup d'avocats qui n'ont aucune visibilité et qui font des millions et qui sont très heureux. Donc, après, pour le futur, j'ai longtemps, moi, porté ce message-là en disant, les gars, il faut que vous soyez visibles et tout. Et en fait, j'en reviens. C'est un peu comme d'autres trucs dont je reviens. Heureusement, on évolue. Je crois pas que. Je pense par contre que la vibration de la star, ça, c'est important. Mais le fait d'être reconnu comme étant une star, tu vois, c'est ça qui m'a fait aussi, quelque part, me libérer du désir d'être actrice. C'est qu'en fait, j'ai compris que je pouvais construire ma propre scène et que j'allais pouvoir être actrice tout le temps. En fait, j'ai pas besoin qu'un réal me choisisse dans un casting pour pouvoir me sentir actrice. Tu vois? Donc, ouais, c'est plus à quel point tu aimes ta vibe, tu aimes ton message, tu aimes ce que tu fais, tu aimes les gens avec qui tu travailles, et ça se sent et ça se voit, et ça prend de plus en plus de place, en fait. Et ça peut être sans aucune présence sur les réseaux sociaux. Donc, Arnaud, toi, tu as fait le choix de devenir une star. Non, je rigole. Arnaud est une star, il n'a pas fait le choix de devenir une star, il l'est. Non, si, parce que c'est beaucoup de travail et effectivement, ce travail de médiatisation, différents médias d'ailleurs, télé, réseaux sociaux, podcasts, etc., c'est un choix que tu as fait, à personne qui t'a forcé, tu vois, de te mettre en avant. Là aussi, pourquoi toi, tu as fait ce choix-là? Est-ce que tu aurais pu en faire un autre? Enfin, pardon, je reformule. C'était pour avoir des clients, tu avais besoin pour le business et tu t'es dit c'est le plus efficace. Ou au fond de toi, tu as toujours rêvé un petit peu de briller, en vrai. Alors, c'est vrai que ce mot star, je l'aime pas parce qu'effectivement, il veut dire briller. Il y a un côté très plastique, tu sais, très artificiel. Il y a le côté, tu cherches la lumière alors que c'est pas forcément justifié par la valeur de ce que tu apportes. Et donc, au final, c'est un peu toc, tu vois, c'est un peu plaqué or. J'aime pas trop ce terme-là. Non, mais c'est vrai un peu, Alice, tu vois. Bah, si, quand même. Moi, je suis Parce pas que, d'accord du tout, ah mais bah c'est c'est pas. pas grave. Mais regarde, tu vois, en fait, moi je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais pour moi, ce que tu dis, c'est pas une star. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord avec ton analyse. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, il faut être incarné, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en sa valeur, etc. C'est ça que tu revendiques, en tout cas, arrête-moi si je me trompe. Mais ça, c'est pas une star. Ça, c'est quelqu'un qui est ancré, qui sait quelle est sa valeur, qui sait, même s'il a, comme tout le monde, comme tout humain, des doutes, etc. Mais une star, pour moi, en tout cas dans ma vision, c'est Ouais. effectivement briller et ça veut dire avoir comment dirais-je, une aura médiatique, etc. Machin, alors que ça, effectivement, c'est beaucoup de plaqueurs, quoi. C'est pas réellement quelque chose qui est concret. Et pour répondre à ta question, Jérémy, de manière précise, moi, il y a des sujets sur lesquels j'aime m'exprimer. C'est quelque chose qui me plaît, l'expression écrite notamment, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que c'est surtout sur LinkedIn. Puis j'ai une équipe aussi, pléthorique, qui m'aide sur ces sujets.
Mais c'est vrai que j'aime bien l'écrit. Ça me rationalise ma pensée, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels ça me permet de me reconcentrer. Ça me permet, tu sais, écrire, mine de rien, je le conseille aux gens d'ailleurs, c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur. Donc à la base, ça part de ça. Après, effectivement, si ça plaît à certaines personnes parce qu'ils retrouvent des messages qui les intéressent, tant mieux. Mais ça part pas d'une volonté de, je sais pas, en plus je déteste ce terme de starification, je trouve qu'il est, enfin voilà, moi je l'aime pas. C'est-à-dire que je trouve qu'il a un côté euh, très, comment dire, ouais c'est ça, très plaqué-or, quoi. Très, Je pense que, ça, si tu je sais pas, permets, c'est difficile Alice, de l'exprimer. je sais que tu n'es pas d'accord et je veux savoir pourquoi, mais je pense que tu prêtes au mot tes Ouais, propres turpitudes. C'est-à-dire qu'en ouais, vrai, le mot en lui-même, la plupart des grandes stars, par exemple, de cinéma, elles n'ont pas volé. Elles jouent bien, elles ont bien géré leur carrière, elles sont bien accompagnées. Après, des fois, elles sont des stars déchues. Mais en vrai, le fait d'être une star, c'est pas forcément lié à plaquer or, juste de l'image et puis à côté des compétences moins bonnes et tout. Non, je pense que ça, c'est juste peut-être certains qui vont penser ça. Mais intrinsèquement, une star, moi, les avocats que j'ai nommés, c'est des ah non mais avocats là oui, non, mais stars, d'accord. mais ils l'ont pas Non, volé, ils ont fait des vrais trucs, tu vois. Après, je connais pas par cœur tout ce qu'ils ont fait, mais je crois qu'ils étaient bons, non? Alice, je te laisse nous donner ton avis là-dessus. Moi, je parle de façon très intuitive, Moi, pas. les amis, vous parlez à une star, donc je sais pas quoi vous dire. Moi, il y a des gens qui sont pas connus, c'est des stars 100 fois plus que des stars. Donc pour moi, une star, c'est une star. Une star, c'est une personne exceptionnelle, c'est une personne qui a un beau cœur, c'est une personne qui, tu sais, t'as des grands-mères, c'est des stars. Tu vois, moi, c'est comme ça que je le vois. ah oui, ok, d'accord. Ouais, bon, on n'a Moi, pas la même C'est parce définition. que voilà, mais c'est parce qu'en fait, si tu pars pas de la même définition de base, du coup, mais c'est difficile de pouvoir avoir un consensus sur le Après, fait qu'on part pas du même. mais il y a la- je le pousse quand même jusqu'au rayonnement. C'est-à-dire que pour moi, le rayonnement n'est en aucun cas quelque chose de négatif. C'est la conséquence naturelle du fait d'être une star, c'est que tu rayonnes. Donc pour moi, tu peux te cacher, tu peux t'en défendre, tu peux faire ce que tu veux. Tu arrives dans une pièce, tu allumes la pièce. C'est comme ça. Ah, ok, mais ça c'est de l'inné par contre. Oui, mais ça c'est de l'inné par Pas du contre. tout, c'est pas de l'inné. Alors, vraiment, ça se travaille, hein. Tu vas en soirée Alors, avec un chapeau orange, ouais. c'est du personal C'est- non, branding. mais ça, je suis non, pas, c'est ouais, je suis pas vraiment d'accord avec vous là-dessus. C'est-à-dire que, bon, après on peut débattre, mais moi je pense que justement puisqu'en fait vous faites référence au charisme notamment, on peut avoir des gens qui passent, bon il y a des politiques, on va pas citer leur nom, qui à mon avis n'étaient pas des modèles de charisme et qui sont passés par des coachs et sont passés un peu du coq à l'âne, mais on sent que c'est pas leur, on sent que c'est forcé, on sent que c'est pas leur truc, etc. Il y en a. C'est naturel pour eux, c'est comme ça, c'est inné, etc. Donc, effectivement, je peux comprendre ta définition, Alice, mais je suis pas forcément certain que tout le monde, quand rentre dans une pièce, ait la velléité, l'envie, non, le non, souhait pas du tout. d'éliminer toute la pièce derrière. Il y en a, comme tu l'as dit très bien, qui sont discrets et Oui, ça leur va très bien et ça marche mais, bien. Et je pense qu'il L'inverse, hein. mais Ouais, tu bien sûr. tu Elle fais n'a pas dit l'inverse, hein. Ouais, tu fais Bien une sûr. dichotomie entre extraversion et introversion ou discrétion et expansion. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des personnes qui sont très, très discrètes et qui sont, qu'elles le veuillent ou non, extrêmement visibles et on les voit et on voit Bien qu'elles. sûr. Donc, Bien sûr, bien sûr. pour moi, c'est pas ça. Et par ailleurs, pour révéler des stars au quotidien, parce que mes clients sont évidemment des stars, je les vois s'ouvrir. Je les vois prendre en rayonnement. Et c'est pas que parce qu'ils se mettent à écrire sur LinkedIn, c'est parce que même la gueule s'ouvre, tout s'ouvre. Et donc après, sky is the limit. C'est-à-dire que à partir de là, on voit bien avec toi, regarde aujourd'hui, à ton niveau, alors, bon, je vais pas te dire star parce que j'ai compris, il faut pas dire le mot, mais tu as une notoriété. Et donc, une fois que tu as ouvert ce truc-là, que tu t'es autorisé ça, après, effectivement, tu peux littéralement devenir une star au sens le plus classique du terme. Et c'est pas volé, comme le dit très justement Mais Jérémy. alors, on est tous la star de quelqu'un. Moi, je suis la star de ma mère, hein, par Ah exemple. bah voilà, c'est ça. C'est bon? Ça marche? Bah oui. Mais Ok, t'es une star, toi aussi. ça marche. Bon, alors, merci. On va passer à la dernière partie de l'émission. Merci beaucoup, Alice. C'était vraiment hyper intéressant. La dernière partie de l'émission, je vais te proposer 3 sujets. C'est toi qui vas choisir la dernière question. Ok. On va parler soit d'écologie, soit de crypto-monnaie. Ça, je ne peux pas ne pas le mettre à l'ordre du jour si tu le souhaites. Ou d'immigration, voilà, un sujet de société voilà, très, très transversal. Quel est le sujet qui te parle le plus aujourd'hui en décembre 2025 où Bitcoin a atteint 100 000 $?
J'oriente pas du tout. Non, je rigole. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Moi, j'hésite entre crypto et éco, en sachant que je suis nulle sur les deux. Donc, vraiment, j'ai envie de dire, Arnaud, vas-y. Prends l'immigration alors. Bientôt, ça m'emmerde. Non, il faut que ça te parle. Après, si Non, mais crypto dans ma nullité, ça peut être ça intéressant. t'intéresse, Allons dans la crypto. ok. Alors la question c'est, en fait, tu as répondu, mais donc on va dévier. Donc tu t'y es jamais intéressé? Si, Ou est-ce que je suis si? intéressée. C'est quoi ta relation avec les cryptos? Et même peut-être dans ton travail, on t'a déjà proposé de te payer en crypto. Est-ce que tu as des avocats crypto? Ouais. Vas-y, peut-être ça. C'est quoi ta relation avec ça? J'ai des avocats crypto, j'ai des copains crypto. Ok. J'ai essayé crypto, j'ai parlé crypto, j'ai regardé crypto et je me suis découragée crypto. Ah, d'accord. Voilà, parce que en fait, je pense que j'ai eu un sentiment de dépassement absolu, aussi au regard de l'avancement de mes potes ou de mes clients sur le sujet, et que je me disais, mais attends, là, pour rattraper ça, et puis pourquoi? Et puis j'ai déjà tellement à faire in my plate et je sais que c'est une connerie parce que très certainement qu'en peu de moves, je pourrais faire des investissements hyper intéressants et j'ose espérer que j'aurai à un moment donné le temps ou voir l'énergie ou l'élan de m'intéresser à de l'investissement crypto. Mais aujourd'hui, tout ce que j'ai ressenti, c'est un putain de découragement. Et tu avais essayé, tu as dit j'ai essayé, donc quoi, tu as acheté des cryptos? Oh, j'ai Même fait, pas. tu sais, le compte là, comment ça s'appelle, le truc où tu achètes? Binance? Ouais, Binance. Ouais, ok. Et ça s'est arrêté là. Voilà. Voilà. Déjà, juste ça, je comprenais rien. J'étais déjà perdue. Tu vois, D'accord. C'est vrai que c'est pas la plateforme la plus facile à prendre en main pour les débutants. Il y en a d'autres qui sont bien plus simples. Mais on parle d'argent tout à l'heure et on parlait qu'il n'y avait pas de tabou, etc. Alors, si c'est pas les cryptos, aujourd'hui, tu fais quoi avec ton argent? Vraiment, tes kiffs à le dépenser et dans quoi tu le places? Donc, si c'est plutôt immobilier, placement immobilier, allons sur ça peut-être. Ouais. Aujourd'hui, tout l'argent de ma boîte est réinvesti. C'est que ma boîte actuellement. Après, je prends énormément de plaisir à investir dans des formations, des accompagnements, etc. Parce que moi, j'ai énormément besoin de me muscler. N'oublions pas que je suis une psychologue. Il y a encore pas si longtemps que ça. Donc, j'ai tout le temps besoin d'être nourrie, d'être soutenue, d'être accompagnée dans ce que je fais. Parce que certes, c'est moi, mais il y a toute une équipe derrière. J'ai une équipe aujourd'hui qui travaille avec moi, etc. Donc, l'argent, aujourd'hui, il est principalement dirigé sur l'expansion de mon business. Mais il y a un moment donné où je vais devoir changer de focale parce que je pourrais déjà investir. J'ai l'argent je pourrais le faire et je le fais pas. Donc, je pense qu'il y a un sujet chez moi à cet endroit-là, très en lien avec les cryptos, c'est-à-dire un sentiment de dépassement, un sentiment de manque de compétences. Et jusqu'à présent, j'ai toujours fait les bonnes rencontres au bon moment. Et donc, je fais vraiment confiance au fait que quand je serai prête et quand ça sera le bon moment, je commencerai à m'intéresser à la question des investissements. Mais Alors, ce aujourd'hui, jour-là, si tu veux, tu m'envoies un message et pendant 30 minutes, je vais t'apprendre juste les bases de ce qu'il c'est faut comprendre. sympa. Je te donnerai jamais de conseils en investissement, d'ailleurs, j'en donne à personne. Mais en fait, je pense que la crypto, c'est pas juste un actif spéculatif, c'est pas juste un actif financier. C'est avant tout une histoire, une réappropriation des libertés fondamentales qui est celle de pouvoir, la liberté de correspondance, la liberté de transaction, la liberté de détenir soi-même ses propres actifs. Et il y a tout un enjeu philosophique et Oui, évidemment géopolitique oui, je sais. qui est essentiel Ouais, autour de, peut-être pas des cryptos, mais de certaines cryptos, notamment Bitcoin. Donc l'invitation est lancée. Le jour où tu as un petit peu de temps, ouais. ça me fera plaisir de prendre une demi-heure, une heure C'est pour en papoter. hyper Et sympa. ouais, juste Jérémy, petite parenthèse entre nous, soit dit, entre nous deux, c'est bien ce que tu viens de dire, parce que là, tu vois, regarde, Bitcoin a atteint 100 000 dollars, tu as une sorte de déversement de messages partout, c'est tout le monde, on danse nu, on se tient par la main et on fait ça, etc. Et en fait, c'est à la fois évidemment positif, et en même temps, je trouve assez réducteur par rapport à ce qu'est Bitcoin, comme tu viens de l'indiquer, où finalement, beaucoup ont quand même l'impression que c'est exclusivement, quasiment un outil de pure spéculation, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus que ça.
que effectivement tout le monde te dit tu vas devenir milliardaire, mais c'est sûr qu'en mettant 5000 balles, quelle que soit l'augmentation, sauf à ce que Bitcoin fasse 1 million dans 30 ans, comme certains nous le disent. Enfin, la réalité, c'est qu'a priori, tu ne deviendras pas milliardaire comme ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Et j'ai l'impression que parfois, l'intérêt même de la technologie est mis derrière des considérations qui sont purement business. Je pense que tu as évidemment raison, mais je pense que c'est un mal nécessaire. Parce qu'il est plus facile de comprendre que Bitcoin a un prix, ça prend 2 secondes. Bitcoin, 100 000 $. Et il était, il y a 16 ans, à 0,0001 $, soit une augmentation de... Voilà. Ça, c'est facile à comprendre. Quand il s'agit derrière de passer des heures et des heures à essayer de comprendre que la blockchain, en fait, ça a 40 ans, que Bitcoin, ça a 16 ans, qu'entre-temps, il y a eu des évolutions liées à Internet, au système monétaire, que ça remet en question énormément de choses, etc. Ça prend du temps, ça prend des semaines, ça prend des mois. Mais en vrai, que tu rentres dans l'intérêt pour les Bitcoin et les crypto-monnaies par le prix, par le développement, par la spéculation, par la philosophie, par la géopolitique, en fait, peu importe. Après, derrière, si ça te plaît, bah, après, tu prends le temps. Et je pense que c'est pareil dans plein d'industries. Donc, tu as raison. Aujourd'hui, on parle de 100 000 parce que c'est un fait marquant. Mais tous ceux qui en parlent, soit ils étaient là depuis 3 ans et ils en ont dit des choses un peu plus intéressantes et tant mieux. Laissons-les kiffer parce qu'aujourd'hui, bah, ça fait 100 000. Et puis, s'ils n'étaient pas là et que c'est des opportunistes et qui viennent juste parce que ça fait 100 000 et qui vont faire un post dessus, bah, en fait, les vrais, ils savent que c'est que c'est creux. Mais bon, nous, on est dedans, Arnaud, tu le sais depuis des années, et on sait qui sait de quoi il parle, ou en tout cas a fait l'effort de chercher ce qu'il en était. Les autres, c'est du bruit, je pense. Donc, Okay. enfin, voilà, moi, je le prends avec recul. Je me dis, c'est pas grave, ça fait quand même parler. Et c'est bien parce qu'il faut qu'on en parle. N'oublie pas qu'on est passé d'un moment où c'était une arnaque pour les cyber-escrocs. Ah, c'est un actif. C'est toujours le cas. Hein. C'est toujours Ouais, le cas. Hein. Pour beaucoup de gens, toujours le cas. Si je peux me permettre, ça n'a pas changé. Hein. Tu as raison. Mais à l'époque, c'était exclusivement cela. Oui, Ensuite, un actif ultra spéculatif qui va finir à zéro. Et aujourd'hui, c'est demain peut-être un actif pour la réserve stratégie de la première économie mondiale. Précise quand même à ceux qui nous écoutent que, et c'est peut-être aussi ça, Alice, comme beaucoup de gens qui a été un point de blocage à investir, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent aussi, d'accord, il faut quand même l'avoir en tête, et que, mine de rien, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, moi, je donne pas de conseils, voilà, jamais, pour la simple et bonne raison qu'on est sur des choses qui sont d'une extrême volatilité et que, mine de rien, effectivement, c'est à 100 000 maintenant, peut-être ça passera à 150, peut-être ça redescendra à 20, et qu'il faut être, voilà, soit on est résilient et on croit à la chose et qu'on est prêt à les garder ad vitam aeternam, j'ai envie de dire, voilà, et même à les donner à ses enfants, soit on est dans une optique qui est purement opportuniste, et dans ce cas-là, il faut être d'une extrême vigilance parce que les vérités d'un jour ne sont certainement pas celles du lendemain. Et il y a beaucoup de gens, peut-être c'est ton cas Alice, qui ont été éduqués de manière à ce que 1 euro est 1 euro et que mettre de l'argent dans quelque chose dont on se dit qu'on peut gagner 50% en 2 ans comme perdre 50% en 2 ans, c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Voilà. Et il n'y a pas de mal à ça. Et puis il y a un autre sujet aussi, je me permets, c'est aussi intéressant de préciser parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de la crypto et qui me disent moi investir dans des produits financiers où je n'ai pas le contrôle sur l'augmentation ou la diminution de ce que je mets comme argent, c'est quelque chose qui les dérange, qui a l'idée avec le contrôle. Et ils ont besoin de se dire, bah voilà, quand je crée une boîte, quand je crée quelque chose, bah en fait, j'ai du contrôle sur les gains parce que ça dépend de moi principalement, pas uniquement de moi, mais ça dépend de moi. Et donc, ils ont un rôle actif Non, mais c'est dessus. pas pareil d'entreprendre et d'investir dans l'immobilier. Non, ce que je veux dire, tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est juste que il y a ce côté aussi, finalement, ça évolue, mais on n'a pas réellement de prise à titre individuel sur ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas investi non plus parce qu'il y avait ce rapport au contrôle, etc. C'est pour ça qu'il y a plein de, il y a plein de considérations. Il y a plein de choses qui jouent, évidemment. Énormément. Mais en tout cas, c'est bien que les gens savent que ça existe. Ça, c'est bien. Et les États, moi, je le vois au quotidien, je fais des revues de presse régulièrement sur le sujet. On ne compte plus les candidats aux élections, des économies, des entreprises qui mettent les actifs numériques
au centre, alors surtout Bitcoin d'ailleurs, vraiment au centre du jeu, parce qu'ils commencent à comprendre que c'est un peu plus qu'un actif financier, et ça c'est plutôt cool. Mais bon, voilà, on en parle en général très rarement dans À Point, mais c'est vrai que c'est l'actualité, et c'est intéressant de savoir, Alice, que tu connais, mais pour l'instant, voilà, tu n'as pas encore vraiment passé le cap, mais tu as raison, de toute façon, il faut le sentir, parce que bah, voilà, sinon on fait souvent n'importe quoi, et surtout, si tu dois le faire demain, fais-le en comprenant ce que tu fais et pas en faisant ce qu'on te dit de faire. C'est Ça, pour c'est ça que le c'est pire. important pour moi d'avoir la bande passante, le mind space pour ça. Et donc, je veux que ça soit fait bien. Et puis, moi, je crois pas au truc que je vais manquer une opportunité. Je crois vraiment que tout est toujours. J'ai cet optimisme que tout arrive au bon moment. Donc, mais en tout cas, j'ai bien retenu ta proposition. Donc, merci pour ça. Et puis, ce que je note aussi, c'est que on est vraiment tous les trois sur 2 dimensions. Enfin, vous deux, vous êtes sur une dimension et moi une autre, à plein de niveaux. Et on a quand même réussi à se rejoindre et à s'entendre et à se parler aujourd'hui. Et ça, je trouve ça charmé. Et je me demande pourquoi vous avez voulu m'inviter moi, parce que je me sens très éloignée de vos sujets et qu'on a parlé de trucs, voilà quoi. Et en même temps, je trouve ça chouette qu'on ait pu se... On t'a invité parce que tu es une star. Bah voilà, Assumé. Une star assumée et réelle. Voilà, c'est tout. merci. T'es un peu le David Broman au féminin, je trouve, dans le droit. Je sais pas si t'es d'accord, Jérém, ou pas. Je C'est trouve vrai qu'il y a un, que, c'est il y a un vrai petit que, côté David Broman au féminin, j'aime beaucoup. Et c'est un grand compliment dans ma bouche. Je tiens à préciser, Ah, David, si tu ça me fait m'écoutes. très plaisir. Voilà, donc, voilà. J'ai rien contrôlé de ce qui est sorti de ma bouche. Je me suis exprimée comme J'aime ça beaucoup. venait. C'est très frais, c'est frais. Ça Voilà. me fait plaisir. On n'a pas tant parlé de ça, effectivement, de ce que j'apporte finalement aux avocats, mais je pense qu'on le comprend entre les lignes. Et puis, si, si. c'est chouette. Honnêtement, moi qui ai d'un avis complètement objectif, parce que je suis ni avocat, et honnêtement, c'est des sujets que j'ai plus découverts pendant l'interview. Si, il y a des vraies réflexions, des vrais questionnements. Et en vrai, c'est bien parce que les questions, elles ont été posées. Et en vrai, s'ils veulent des réponses, bah, le plus important, c'est ça, c'est s'écouter soi-même. Et si tu as besoin, aller voir quelqu'un qui va t'aider à mieux t'écouter. Je pense que c'était clair. Merci beaucoup, Alice. Merci. C'était vraiment Merci. cool. On a découvert Top. des personnes. On se donne rendez-vous bientôt. Je n'ai pas encore la date du prochain numéro, mais bientôt. Arnaud, merci beaucoup. C'était cool. Merci à toi. Merci à toi, cher Jérémy. Tu m'as manqué Bah ouais, moi aussi, de figure-toi. t'avoir. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Voilà. Et puis, on se dit à très bientôt. Tu es basée où, Alice? Actuellement, je suis à Lisbonne. Oh, génial. Tu sais que j'ai envie de déménager. C'est une vidéo. J'adore C'est une vidéo. Lisbonne. J'adore. Venez, franchement, c'est un grand kiff. Venez passer un petit week-end. On va parler de photos et de conneries. Ça marche. Merci à tous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur l'ensemble de nos réseaux en podcast audio là dans quelques minutes. Et puis bah voilà, dans la description de la vidéo YouTube et podcast, vous trouvez les liens d'Alice pour vous renseigner, les liens de Arnaud pour le suivre, la star des avocats crypto. La star. Et on est bien là. C'est insupportable. Hein. À la fin de l'émission, vous lâchez rien les deux. Hein. Et puis bah prenez soin de vous et puis bah à bientôt.